Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Nous suivre via le bouquet africain ou via l'application d'Adafo Média. Nous parlerons tout à l'heure climat, environnement et perspectives africaines à l'approche de la COP 30. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques revient pour une nouvelle édition du 10 au 21 novembre prochain. C'est le Brésil qui accueille cette édition de la COP 30 donc, dont nous parlerons avec Éric Soleil Gabiro. Il est très investi dans toutes les questions autour du développement international, autour également des problématiques qui touchent son pays d'origine, la République centrafricaine, et engagé sur toutes ces questions climatiques. Alors nous lui poserons de grandes questions comme quels sont les enjeux du réchauffement climatique sur le continent africain. Nous parlerons tout ça avec lui tout à l'heure. Avant cela, un peu de musique avec une chanteuse originaire de la Côte d'Ivoire, très talentueuse, qui est de passage à Paris. Dans le cadre de la promotion de ses activités musicales, nous accueillerons celle que l'on appelle affectueusement Marie-Jo, artiste, chanteuse, auteure, compositrice. Elle nous parlera de son actualité à travers son dernier single s'appelle Touché. Elle nous parlera également de ses ambitions, de sa carrière, etc. Bienvenue, c'est les matins d'Aïssa. Un peu de musique avant d'accueillir notre premier invité dans quelques minutes. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Nous sommes avec notre premier invité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les matins d'Aïssa. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va parler climat, environnement et avenir du continent africain. Un sujet crucial à l'approche de la COP 30. Et cette année, c'est le Brésil qui accueille la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. On va en parler ce matin avec notre invité Éric Soleil Gabiro, acteur engagé pour le développement durable et la transition écologique en Afrique. Il œuvre depuis plusieurs années à sensibiliser, former, accompagner les initiatives vertes sur le continent. Il est également engagé dans des initiatives de développement international et des initiatives également de développement pour son pays d'origine, la RCA, République centrafricaine. Alors merci beaucoup de nous rejoindre pour parler de toutes ces questions cruciales, des questions qu'on élude un peu, vu qu'il y a beaucoup d'autres problématiques du quotidien qui nous rattrapent sur le continent africain. Alors pourquoi vous intéressez à toutes ces problématiques autour du climat, de l'environnement et de toutes ces questions autour du réchauffement climatique? Déjà, merci beaucoup pour l'opportunité de partager ce thème qui est effectivement crucial. Alors, je pense que s'il y a une chose sur laquelle nous sommes unanimement d'accord, c'est que nous partageons en commun la planète, Oui. les ressources naturelles de la planète, l'environnement. Et il ne vous a pas échappé que depuis plusieurs décennies, nous faisons face à des catastrophes naturelles importantes. Oui. Et l'Afrique, le continent africain, qui est l'un des continents les plus vulnérables dans ces impacts liés au changement climatique, Oui. doit aussi faire l'objet d'un engagement de la part de la plupart de ses citoyens. Moi qui suis engagé, à la base, effectivement, j'ai développé une structure qui était initialement dédiée à l'aide au développement, Oui. mais il va pas sans dire que le développement aujourd'hui, bien que le développement fait partie Des priorités. des priorités d'un pays, mais qui fait aussi partie des ODD des Nations Unies, les Oui. objectifs, les fameux objectifs de développement durable des Nations Unies. Et le changement climatique, aujourd'hui, les effets néfastes du changement climatique sont liés à à 8 quasiment thématiques des ODD. Oui. Donc, il me paraît important d'avoir un regard critique sur la situation. Nous avons des inondations dans beaucoup de pays africains. Nous avons des sécheresses. Oui. Nous faisons face à une instabilité chronique liée au climat. Le bassin du Congo, qui est Un des poumons du un des monde. poumons, effectivement. Et effectivement, le thème privilégié de mon engagement. Alors,
bassin du Congo, vous connaissez, il y a les 6 pays, dont la République centrafricaine. Et la défense de la biodiversité de ces forêts-là est un élément majeur. Donc, je pense que c'est un engagement qui est essentiel et je pense même existentiel. Alors, la conférence des Nations Unies sur les changements du climat, vous allez y prendre part. Tout à fait. Vous nous direz dans quel cadre et pourquoi vous y rendez. C'est donc au Brésil du 10 au 21 novembre prochain. Alors, toutes les nations du monde seront réunies Exactement. pendant ces 10 jours pour discuter, pour faire avancer toutes ces problématiques autour du réchauffement climatique. Pourquoi est-ce que c'est important que l'Afrique prenne part à ces discussions, à ces échanges et à cet événement? Alors, c'est important à plusieurs titres. D'abord parce que l'Afrique, comme je viens de le dire précédemment, est le continent qui est le plus vulnérable en matière d'instabilité climatique. Quand vous prenez par exemple la Corne de l'Afrique, il faut bien comprendre l'enjeu auquel nous faisons face. Oui, C'est des centaines de milliers la sécheresse dans la Corne d'Afrique, notamment dans le Sahara. C'est des centaines de milliers de victimes, hein, de personnes déplacées. Il y a aussi une conséquence en termes d'inégalité, hein, en oui. termes aussi de pauvreté. Ça accroît la pauvreté du continent africain. Et l'une des raisons principales, c'est aussi que l'Afrique, qui est citée souvent comme l'un des continents les plus impactés, doit pas seulement être le sujet, mais elle doit être un acteur essentiel. Oui. Donc, à ce titre, nous devons participer à ces négociations, être un acteur de notre destin. Oui. Et il n'y a pas que les États. Moi, je pense que c'est vrai que les États, les gouvernements, les chefs d'État se réunissent et prennent des engagements. Il y a des recommandations Oui. qui sont Émises. émises. Mais je pense que, personnellement, les organisations de la société civile, le citoyen doit avoir un regard critique sur la manière sur le regard du monde Oui. et la manière dont sont gérés tous ces mécanismes de financement. Et il y a une raison qui est personnelle et qui est très affective. Je vais insister sur ce point. C'est que mon père, qui était très engagé dans la politique en République centrafricaine, a été la première personnalité à participer au sommet de Rio. Le Oui. sommet de Rio, à l'époque, c'est quasiment l'événement charnière. C'est Le début, c'est en le fait, c'est point de départ, ouais, effectivement, des préoccupations de internationales sur préoccupation tous ces... des pays sur la planète. Et aujourd'hui, c'est un peu un clin d'œil. Voilà, il doit être fier de moi là où il est. C'est un peu un clin d'œil parce que c'était à Rio et aujourd'hui, c'est une des COP c'est une COP historique qui se tient au Brésil. Ouais. Donc, participer à ces négociations. C'est symbolique pour c'est vous? symbolique. Ouais. C'est symbolique. Vous pouvez pas. J'ai l'émotion en parlant de ça. Et défendre aussi les populations, parce que là, on parle des autochtones, on parle de la biodiversité, on parle de notre milieu naturel. Ouais. C'est aussi une question majeure de développement et avoir un regard, être impliqué, avoir cet engagement, pour moi, c'est très important. Alors, la COP n'en est pas à sa première édition. Qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce que les précédentes COP ont apporté à l'Afrique? Est-ce qu'il y a des aides, justement, qui ont été données, qui ont été reçues par les pays africains pour faire face, justement, à ce changement climatique? Est-ce que ces aides sont bien utilisées? Il y a plein de questions comme ça qu'on se pose. Qu'est-ce qu'il en ressort des précédentes COP et qu'est-ce qui ressortira de celles à venir? Alors, pour bien comprendre... pour bien comprendre le cheminement, pour vous donner la réponse la plus optimale possible, il faut revenir à l'origine de la COP. Je vous parlais tout à l'heure du sommet de Rio en 1992. Les principales recommandations qui ont été adoptées à l'issue de ce sommet, 3 principes. Le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est-à-dire l'action préventive. Le principe de la responsabilité différenciée.
Ça veut dire nous sommes tous engagés dans la pollution de la planète, dans sa dégradation, Oui. mais les pays riches ont une responsabilité beaucoup plus importante. Au fait de leur super Exactement. Tout à industrialisation, fait. etc. Et donc, c'est vrai que le continent africain est le continent qui pollue peut-être le moins. Exactement, exactement. Et puis, troisième point, euh, le développement durable, Oui. c'est-à-dire concilier l'économie, le social et l'environnement. Donc, si on part de ces trois premiers ces principes initiaux qui ont, qui ont façonné l'engagement commun des nations Oui. pour s'engager dans le changement climatique, euh, on peut constater effectivement que d'autres séries d'adoptions ont suivi, comme notamment la COP. Voilà, je prends généralement deux ou trois COP. 21, La COP la 21, 25. avec les accords de Paris sur les émissions la Le gaz. réduction des émissions de gaz à effet de serre, très important. Il y a par exemple le protocole de Kyoto Oui. qui concernait notamment la, la, le- Ça va la- vous revenir. Allez-y. voilà. Alors, il y a eu le protocole de Kyoto. Oui. Et dernièrement, il y a la COP, il y a la COP de Glasgow, Oui. ce qui est un peu plus sur le renforcement du financement en faveur des pays africains, en faveur notamment des pays du Sud, hein, et aussi les accompagner dans l'adaptation au changement climatique. Il faut bien comprendre qu'il y a une transition. On ne Oui. peut pas imposer à un pays qui vit du bois, voilà, aux communautés locales des pays qui vivent des forêts, de ne plus utiliser de charbon. Ouais. C'est vrai dans l'absolu, mais il faut une série d'accompagnements, il faut des dispositifs, il faut des mécanismes. Pour pallier aux pertes économiques. Exactement, que ça exactement. Donc c'est engendrerait. toute une série de financements et je pense qu'à ce titre, les différentes COP qui se sont succédées doivent continuer Apporter des à solutions. apporter des solutions. Et puis il y a des engagements, hein, il y a des engagements, les fameux CDN, qui sont les contributions nationales au développement. Ce sont des plans politiques auxquels s'engagent la plupart des États pour effectivement s'engager dans la transition écologique, pour préserver l'environnement, pour favoriser un meilleur développement des communautés qui sont directement liées à cet impact. Oui. L'industrialisation aujourd'hui, notamment dans les zones minières, c'est toute une série de déséquilibres environnementaux. Donc, il faut vraiment, c'est tout un équilibre parce qu'il faut les accompagner, il faut leur permettre de pallier à ces difficultés. Alors, il y a notamment plusieurs aides, il y a notamment le Fonds vert pour l'environnement, Oui. pour le climat, le fameux Green Fund Climate. Il y a une aide comme par exemple les Il y en a tout plein, de toute façon. il y en a tout plein, parce que le fonds vert pour le climat, en fait, son objectif, c'est d'aider ces pays-là à réduire leurs émissions d'effet de gaz, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Oui. Et il y a aussi d'autres mécanismes, comme par exemple le, 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 le Ça va vous revenir. Alors Ouais. justement, est-ce que toutes ces aides sont injectées dans les problématiques? Est-ce que cet argent est bien utilisé? Est-ce que concrètement, toutes ces aides dont on parle depuis tout à l'heure, et vous en avez une dizaine, vous disiez tout à l'heure dans votre liste, est-ce qu'elles sont utilisées à bon escient? Alors là est toute la question. Alors comme c'est un problème récurrent auquel nous avons l'habitude de faire face, hein. Il faut évidemment de la transparence, il faut un suivi.
C'est une question difficile parce que il y a des pays effectivement qui s'engagent à respecter scrupuleusement l'utilisation de ces aides. Mais il y a aussi des difficultés. Oui. Et à ce titre, nous, organisations de la société civile, il est de notre rôle d'avoir un regard critique, notamment à travers des plaidoyers, Oui. à travers un suivi sur le terrain, à travers des sondages sur les populations qui sont concernées par les dispositifs de ces aides, à travers aussi la participation concrète à ces événements-là pour comprendre le montant des aides qui ont été Ouais. affectées, leur utilisation par nos États et nous avons aussi la capacité de dénoncer Les failles du les système. failles du système, si je puis dire, Alors, effectivement. quelles devraient être, selon vous, les grandes priorités africaines à défendre à la prochaine COP? Alors, je pense que c'est le bassin du Congo. Le bassin du Congo et aussi, euh, il faut aussi renforcer les financements en faveur de la transition écologique. Aujourd'hui, euh, on a beaucoup de pays africains qui font face à un problème crucial de budget. Et on voit aussi que il y a un enjeu aussi géopolitique, Oui. économique, puisque vous avez vu que dernièrement, Donald Trump ne veut pas entendre parler de l'abolition des énergies fossiles. Mais voilà, il y a un enjeu économique important, mais je pense que le bassin du Congo est extrêmement crucial parce que c'est vraiment l'un des espaces avec l'écosystème le plus important après l'Amazonie. Et il faut vraiment apporter tout le soutien qui se doit pour que cette ressource commune puisse continuer à rayonner avec ces écosystèmes. Il faut aussi que les communautés autochtones puissent profiter voilà, du développement durable, des aides euh, qui sont déployées pour combattre le changement climatique. Voilà. Alors, certains estiment que les pays du Nord imposent leur agenda écologique sans toujours comprendre les réalités africaines. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Alors, oui et non, parce que nous avons la capacité de soutenir les discussions durant la COP. Oui. Et vous savez, moi, ça sera ma première COP, mais c'est énorme la COP. C'est le monde entier. C'est un peu l'Assemblée générale des Nations Unies version climatique. Oui. Et tous les pays, tous les États, que ce soit les gouvernements, que ce soit les organisations de la société civile, ont leur mot à dire en échange, en débat. Il y a des conclusions, il y a des recommandations, il y a... voilà, c'est vraiment des plaidoyers qui sont émis, c'est des politiques qui sont échangées. Mais effectivement, sur ce point, c'est possible. Effectivement, il y a beaucoup de pays riches qui peuvent imposer leur agenda, mais nous sommes acteurs, nous participons à la COP, nous sommes acteurs du destin de notre continent et à ce titre, nous avons aussi la capacité d'échanger le Sud global. Aujourd'hui, moi, je participe à une coalition du Sud global D'accord. qui, Et c'est dans ce cadre que vous vous y rendez? exactement, D'accord. exactement. Et je pense que si le Sud renforce sa capacité à travers un dialogue commun et à travers les préoccupations qui nous sont communes, on peut faire force, on peut constituer une force politique à l'échelle mondiale et défendre nos intérêts. Il ne s'agit pas de... Effectivement, c'est vrai que les pays du Nord ont aussi leurs intérêts, mais je pense que nous pouvons faire face à ces négociations et en sortir renforcés et défendre nos intérêts si nous partons avec l'idée
d'un dialogue commun qui prend en compte toutes les aspirations, tous les intérêts et toutes les préoccupations des pays du Sud, à savoir l'accompagnement dans la transition climatique, Oui. le renforcement des financements de nos politiques. Tous ces domaines-là, effectivement, sont importants pour nous imposer dans les négociations mondiales. Alors justement, je disais tout à l'heure, vous êtes engagé depuis de nombreuses années à travers de nombreuses initiatives, on les citera tout à l'heure, de développement international et également dans votre pays, la République centrafricaine. Alors comment les jeunes Africains perçoivent aujourd'hui les enjeux climatiques? C'est important de parler de cette jeunesse de plus en plus nombreuse, de plus en plus connectée. Est-ce qu'elle comprend et qu'elle perçoit aujourd'hui les enjeux liés au climat sur le continent? Alors, pas vraiment. Pour le grand public, lorsqu'on parle de COP, ils se disent c'est encore, entre guillemets, un machin de tous ces gouvernements, de tous ces pays qui se réunissent. Mais je pense qu'il y a lieu de sensibiliser le grand public. Il y a lieu que le public africain se réapproprie la question cruciale de l'environnement. Il y a des avancées, hein. Il y a des pays aujourd'hui qui ont organisé des COP, comme le Maroc notamment et l'Égypte. Et la question de l'environnement est majeure dans leur quotidien. Mais je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a Oui. beaucoup à faire. Et sur ce point, nous avons cette responsabilité en tant qu'organisation de la société civile de sensibiliser le grand public, de leur faire comprendre que l'environnement est un sujet crucial, majeur, existentiel, et qu'il faut davantage s'impliquer, comprendre les mécanismes de financement des aides qui sont attribuées à nos pays, que les pays respectent leur engagement. Et il faut aussi, c'est l'une des propositions que je fais, il faut que de manière pédagogique, il y ait au niveau de l'éducation nationale, comme ça se fait en France, davantage de sensibilisation Dans les sur écoles. l'environnement, sur l'importance de prendre en compte, voilà, de s'intéresser au bien-être des populations à travers le respect des forêts, Oui. voilà, toutes ces bonnes habitudes. Alors, est-ce que vous pensez que justement les technologies vertes et le numérique peuvent accélérer la transition écologique sur le continent? Oui, tout à fait. Je le pense fortement, mais encore faut-il que il faut accompagner ces transformations-là. Il faut les accompagner. Il faut que les acteurs du changement climatique aient les moyens de s'adapter en fait à ces nouvelles technologies. Parce que en Afrique, c'est pas toujours évident. Oui. Donc, je pense que effectivement, c'est des moyens qui peuvent effectivement nous permettre de transformer rapidement notre environnement. Et de toutes les manières, nous n'avons pas le choix. Le numérique, l'intelligence artificielle sont des moteurs efficaces qui peuvent effectivement nous emmener vers des changements rapides. Quand on parle aujourd'hui de la réduction Des émissions de gaz à des effet de émissions de serre. gaz à effet de serre, je pense que pour le grand public, c'est très difficile à comprendre. Mais en réalité, c'est des habitudes simples, c'est un changement d'attitude. Et je pense qu'on peut effectivement renforcer cette transformation à travers les nouvelles technologies, tout simplement. Alors, vous êtes né à Bangui, Éric Soleil Gabiro. Vous êtes cadre franco-centrafricain. Vous êtes engagé, je le disais tout à l'heure, dans des initiatives de développement international, d'initiatives également autour, on l'a vu, du climat, de l'environnement. Sur le continent africain, vous êtes notamment président de l'ONG Action Centrafrique Développement. C'est une organisation dédiée à la promotion du développement durable en République centrafricaine.
centrafricaine. Alors, vous êtes double diplômé de la première promotion de l'ISCT, c'est l'Institut supérieur des cadres et techniciens d'Abidjan en Côte d'Ivoire dans l'industrie du tourisme, titulaire d'un master en gestion des entreprises touristiques que vous avez obtenu à l'École supérieure de commerce de Montpellier. Euh, Lors de vos études supérieures en Côte d'Ivoire, vous avez exercé la fonction de responsable des activités culturelles au sein de l'association des étudiants. C'est là qu'est née, Oui. qu'est née cette graine pour tous ces sujets et ces problématiques. Vous nous racontez la suite du parcours. Justement, je pense que ça fait partie des qualités qui me caractérisent. Je pense que lorsque nous sommes en communauté, il faut avoir un regard critique, il faut s'impliquer, Engagé. il faut être engagé, il faut être engagé. Et je pense que le milieu scolaire, c'est vraiment le point de départ de la vie en société. Oui. Et on commence à faire de la politique. On commence à voir les inégalités voilà, ou on commence les inégalités. On se projette, on émet des réflexions, on échange, on s'engage et on s'engage dans des perspectives pour améliorer notre milieu On a des rêves, en gros. On a des rêves. Et je pense que oui, j'ai commencé mon engagement là. Ça a été une première expérience significative puisque j'ai été chargé j'ai été chargé des activités culturelles de l'ensemble de mon établissement. Et j'ai porté plusieurs projets, notamment dans le domaine du tourisme, dans le domaine des échanges avec le monde extérieur. Voilà. Donc, c'est effectivement un point de départ. Voilà. On finit par... vous rentrez ensuite en République centrafricaine. Ça faisait partie de vos projets de retourner dans votre terre natale? Oui, parce que j'estime que lorsqu'on va apprendre ailleurs, c'est pour se mettre au service de son pays. Oui. Donc, c'est effectivement l'objet de mes études, aller renforcer mes capacités, aller comprendre le monde extérieur et ensuite se mettre au service de son pays. Et je pense que c'est un engagement citoyen qui devrait être... c'est un engagement citoyen de tous les jours. Oui. Comprendre le monde, aller renforcer ses capacités et ensuite revenir en République centrafricaine. Alors, après, vous revenez en France. Vous avez un parcours assez incroyable avec beaucoup d'activités, beaucoup d'engagement. Alors, en gros, après, vous revenez en France, vous tentez d'entrer en politique pour la campagne des européennes en 2019. Vous proposez votre candidature dans la liste LREM pour briguer un mandat de député. Ensuite, vous intégrez l'AFD, l'Agence française de développement, où vous avez évolué quelques années en qualité d'expert. Et justement, cette agence accompagne des projets autour de l'environnement, vous disiez tout à l'heure. Vous nous racontez la suite du parcours? Oui, c'est un parcours assez lent. C'est un parcours assez lent. Moi, je pense que nous devons avoir de l'ambition. Que ça soit dans notre parcours de vie, que ça soit dans les perspectives qui caractérisent notre vie en communauté, il faut être audacieux. Être audacieux, c'est essayer d'élever le niveau de nos ambitions, Oui. toujours chercher à faire plus pour donner plus. Et moi, le parcours de l'Agence française de développement a été crucial dans mon engagement. Ça m'a permis de comprendre effectivement les mécanismes de financement de l'aide publique au développement pour les pays africains, de voir le processus d'accompagnement de financement des projets porteurs dans ces pays-là. Et ça m'a aussi permis de prendre conscience que nous pouvons aussi, en tant que citoyens, nous engager aussi dans une perspective d'aide au développement. Et c'est ce qui m'a conduit effectivement à créer mon association, parce que j'estime que on
on n'est jamais on est plus efficace en soutenant ces projets-là directement sur le terrain. Donc c'est L'association Action Centrafrique Développement tout à fait, que tout à vous fait. avez créée en 2022. Il y a également l'audace et les prises de parole devant les décideurs. En 2020, vous êtes invité à Bangui par le ministère des Finances et du Budget en tant que représentant dans le cadre d'une mission d'évolution de projet Tout à fait, d'implantation d'une banque digitale. exactement. Vous êtes intervenu également au Sénat français en 2022, il me C'est semble, ça, en 2022. en 2022, et d'autres prises de parole dans des grandes institutions. C'est Oui, important également c'est d'être un- là pour... c'est important de gagner en visibilité. C'est important de médiatiser sa prise de parole. C'est important de porter ses convictions. Et c'est aussi important de fréquenter la gouvernance des grandes institutions. Lorsqu'on a des idées porteurs, lorsqu'on a des convictions décisives pour son pays. Et j'ajouterais à ce que vous venez de, de présenter, Ouais. que j'ai aussi, au siège des Nations Unies à Genève, fait un discours en appelant les principaux acteurs du développement à s'intéresser au drame que vit la République centrafricaine aujourd'hui. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Il y a eu des aides essentielles pour accompagner la transition politique de notre pays, mais au quotidien, les populations souffrent énormément. Et je pense que c'est aussi de notre rôle d'apporter cette pierre à l'édifice, de sensibiliser les acteurs au développement, de leur expliquer la situation de notre C'est vrai pays. que c'est un pays qui est un peu oublié, un Exactement, pays où il y a eu beaucoup de exactement. conflits, où on Tout ne à parle fait, pas beaucoup de la tout République à fait, centrafricaine. tout à fait. Je pense que l'essentiel n'est pas comme ça arrive souvent, de critiquer le gouvernement, d'être dans une posture permanente De plaintes. voilà. Mais il faut voir, c'est vrai, il y a eu des avancées fondamentales, Ouais. mais nous sommes extrêmement en retard. Il y a beaucoup à faire. Et je pense que c'est de notre responsabilité de porter ces voix-là, de créer des réseaux de réflexion et voilà, et de sensibiliser les opinions publiques sur les difficultés que traverse en l'occurrence ce pays-là, la République centrafricaine. Et en 2024, vous avez intégré une ONG américaine, Gate, Global African Trade Empowerment, basée à New York, dont Tout la à fait. vocation, vous dites, est de proposer des réflexions pour positionner l'Afrique sur les places boursières régionales et internationales, ou faciliter les échanges entre États africains et avec le reste du monde. En fait, on Un voit gros bien que chantier. votre implication, elle va au-delà des questions climatiques, environnementales. C'est toutes les problématiques qui touchent l'Afrique, en fait, qui vous intéressent. Exactement, Aïssa. Mais je pense que moi, je suis toujours défini comme à la fois un citoyen africain et un citoyen du monde. Parfois, on me dit, vous êtes quelle nationalité? Centrafricaine, oui. Mais il ne faut pas oublier que aucun pays ne peut être isolé. On ne peut pas avoir une politique isolationniste. Ouais. Voilà, il faut partager, il faut être solidaire, il faut partager nos convictions à travers le monde. Et je pense que pour faire avancer des causes justes, ben, il faut ces types d'échanges à travers le monde. Parce qu'on a on a des intérêts communs et ces intérêts-là doivent faire, c'est des leviers, c'est des dialogues, c'est des positionnements qui peuvent que renforcer notre capacité à être effectivement citoyens, Les acteurs du changement. des acteurs du changement, mais aussi des lobbies, de lobbies en faveur d'un monde meilleur pour l'Afrique, qui est un continent auquel je suis extrêmement attaché. Moi, j'ai beaucoup voyagé hein, à travers le monde et je pense qu'il est important voilà, on parle beaucoup des fameux BRICS, mais je pense qu'il faut aussi un BRICS culturel, c'est-à-dire, comme je viens de l'évoquer, renforcer, avoir une convergence de convictions
dans les sujets qui peuvent renforcer et améliorer la vie de nos communautés. Et c'est à ce titre que j'estime que ce concept est extrêmement important. Et d'ailleurs, ça prend tout son sens puisque vous avez souvent parlé de réconcilier développement et écologie. Donc, du coup, c'est un peu ce que vous venez de nous Tout expliquer. à fait, tout à fait, tout à fait. Je pense que les deux euh, sont extrêmement liés je pense qu'il y a lieu effectivement de travailler, de s'impliquer d'avoir une réflexion sur une politique de développement en construisant effectivement l'environnement comme je viens de le dire. Alors, si vous deviez résumer votre vision du futur de l'Afrique face au changement climatique, à quoi cela ressemblerait? Alors, je pense que Vaste chantier. je pense que c'est un vaste chantier et comme je l'ai dit, nous avons la maîtrise de notre destin et la maîtrise de notre destin, elle passe par un engagement, par une implication, par un regard critique, par une forme de solidarité à l'échelle, on va dire, internationale. Oui. Le Sud global a des intérêts similaires. Et je pense que renforcer les, les, euh, les réflexions en matière de regard sur le changement climatique, en matière de suivi des mécanismes de Oui. financement de nos pays sur le changement climatique. Je pense que le destin de l'Afrique, nous avons un destin en commun et qui passe effectivement par comment réconcilier le citoyen lambda avec, avec l'environnement, avec l'entretien de l'environnement, Oui. avec il faut garder aussi nos cultures, nos cultures, tout en acceptant cette transition. Et je pense qu'il y a effectivement beaucoup de défis pour l'Afrique qui aujourd'hui commencent avec certains pays à prendre toute la mesure de cet enjeu. Et justement, est-ce qu'il y a des disparités entre les régions du continent? Parce que c'est vrai qu'on parle d'Afrique, on sait il y a 56 pays. Vous parliez tout à l'heure de l'exception de l'Égypte et du Maroc qui étaient très impliqués dans toutes ces questions. Alors, est-ce que ce sont les mêmes problématiques, que ce soit au nord, au sud de l'Afrique? Qu'en est-il? Oui, tout à fait. Il y a des fortes inégalités. Et je pense notamment que les engagements qui sont pris au sein de la COP par nos États visent également à réduire ces inégalités. C'est extrêmement important parce que il faut bien comprendre que la problématique du changement climatique entraîne des inégalités. C'est aussi le but de ces pays d'adopter des politiques pour réduire ces inégalités en investissant davantage dans les pays qui sont pauvres, parce qu'effectivement, les pays qui ont plus de ressources, voilà, Moins de difficultés, en fait, voilà, ou et en tout tout à fait. cas, c'est Voilà. un peu plus Mais compliqué. effectivement, il y a des disparités extrêmement importantes. Et il y a des régions qui souffrent du manque de l'autorité de l'État. Il faut décentraliser. Il faut Ouais. décentraliser cette politique d'aide à la transition écologique. Il ne faut pas que ça soit que l'État voilà, qui pilote effectivement toute cette politique. C'est pour ça que les ONG sur le terrain, les acteurs locaux Ça, c'est vraiment sont extrêmement essentiel. importants, sont essentiels pour accompagner toutes ces populations, toutes ces communautés. Et comment les afrodescendants, les diasporas, les Africains de la diaspora, ceux qui sont à l'extérieur du continent, peuvent apporter leur pierre à l'édifice et aider et accompagner également pour tous ces changements? Ouais, très, très belle question, mais je pense qu'il peut faire comme moi. Je suis un exemple. Moi, j'exhorte tout le monde à s'intéresser aux associations, à être acteur de cette problématique, à avoir
un regard objectif, critique, à aller sur le terrain, à participer aussi aux enjeux essentiels que constitue le changement climatique. Et puis, on peut effectivement, quand on a un petit frère qui est en Afrique, on peut aussi privilégier une aide en l'exhortant à travailler dans tout ce qui concerne les activités. Le recyclage, par exemple. Voilà, le recyclage. Nous, avec l'association Action Centrafrique Développement, je vais défendre un projet d'ailleurs au Brésil qui est directement lié au recyclage des déchets en plastique. Et ça fait partie effectivement des actions que nous pouvons mener tout en étant à l'étranger. Je pense que il faut que nous mesurons l'impact que nous pouvons avoir au bénéfice de nos communautés. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie d'évoquer? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Non, mais je crois que le plus important pour rendre service à son pays, c'est pas spécifiquement de s'engager dans la politique, effectivement, mais c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. Oui. Et améliorer aujourd'hui les conditions de vie des populations, c'est s'engager dans des projets qui sont de nature à développer leur environnement, Oui. à créer des emplois, Oui. à ouvrir des perspectives d'échange avec les autres communautés. Donc c'est extrêmement important. Donc je suis assez je suis assez convaincu que nous pouvons ensemble, si nous mettons En faisant des synergies, en mettant ensemble toutes nos actions et justement l'importance de travailler ou en tout cas de se mettre en lobby dont vous parliez. Effectivement. Tout à l'heure, Éric Soleil Gabiro. Donc, il va pour nous à la COP 30. Donc, peut-être que vous reviendrez nous faire un petit bilan. Tout à fait. Bon, j'ai récemment, je discute régulièrement avec les autorités. Mes autorités de Chitel, je remercie d'abord d'ailleurs le ministre de l'écologie, et de l'environnement et du développement durable, en Centrafrique, de Centrafrique, ouais. À qui j'ai proposé le projet, qui m'a fortement encouragé dans les démarches à suivre pour aller défendre la République centrafricaine à la COP. J'ai un plaidoyer, j'ai plusieurs thématiques que je vais défendre. C'est vraiment un projet extrêmement important et il y a des responsabilités derrière. Hein. Voilà, je dois rendre compte aux autorités politiques, publiques de mon pays. Et je suis extrêmement fier, honoré aujourd'hui de représenter la République centrafricaine dans le cadre de ce vaste rendez-vous de négociation sur le climat. Merci de vous rendre sur le champ de bataille, parce que c'est une bataille que nous allons mener contre le réchauffement climatique, le climat, l'environnement, un sujet essentiel. Merci d'être venu nous en parler, Éric Soleil Gabiron. On vous souhaite une belle COP. Merci beaucoup. J'espère qu'on pourra vous accueillir à votre retour. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Aïssa qui reçoivent également les talents d'Afrique de passage à Paris dans le cadre de la promotion de leurs activités. Ça va être le cas aujourd'hui. Je vous emmène à Babi, la belle Babi, l'ambiancée pour accueillir une pépite de la musique ivoirienne, chanteuse de variété, auteure, compositrice, mais également choriste. Ça a été le cas pendant quelques années. Nous accueillons tout de suite Marie-Jo à l'état civil. C'est Marie-Jocelyne Tossou Aou, c'est ça? J'ai bien prononcé? Exactement. On dit quoi? Comment ça se passe? Ça va super bien. Bonjour Aïssa.
Bon, je suis très heureuse de vous accueillir sur le plateau d'Espace TV Europe pour parler un peu de votre actualité. Vous êtes de passage à Paris dans le cadre de la préparation de votre tout premier bébé, premier album, Exactement. ça sort en 2026. Vous nous dites un petit peu ce que vous faites à Paris, les studios, Ben, les rencontres. bon, je suis là pour la préparation de mon album. Ça se passe super bien. La preuve en est, je suis là avec toi ce matin. Ouais. Je suis très contente d'être là. Et puis, bon, on essaie de dire qu'on est là, quoi. En faisant quelques émissions avec mon agent Kenneth Baba. Donc, voilà, quoi. Et ça va, Babi ne vous manque pas trop? Babi me manque toujours. On peut pas rester bien loin de Babi pendant longtemps. Ouais, Donc, c'est vrai que je suis là. ouais. J'aime être là, mais j'ai hâte aussi de rentrer. Bon, alors on va découvrir d'abord un tout premier clip. C'est votre dernier single. Ça s'appelle Toucher, Non, toucher, c'est avant. le précédent, d'accord. Ça travaille, c'est le dernier. Ah, ça travaille, c'est le dernier. On va regarder un petit. Alors, Molagui, je pense qu'il a compris. C'est lui qui a la technique aujourd'hui. Ça travaille. Ça travaille, C'est le yes. dernier single. Ouais. Vous nous en parlez un petit peu avant de regarder? Ben, ça travaille, c'est pour décrire un peu les racontars. En Afrique, dès que tu arrives à sortir un peu ta tête de l'eau, dès que tu arrives à avoir un peu les À fruits de immerger un peu, de ton travail, Ouais. on va raconter, ah, il a enterré un cheval là-bas, c'est pas simple, il a fait ci, il a fait ça. Mais ils ne se disent à aucun instant Ouais. que cette personne a vraiment travaillé dans le noir, dans l'ombre, pour avoir ce qu'elle a aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est un peu ça que j'ai dit dans la chanson de façon fun, en fait. D'accord. On va regarder le clip Ça travaille de Marie-Jo, notre invitée ce matin. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Ils sont en tas, les pack-patos, c'est ça? C'est ça, non? Un petit clin d'œil. Ouais, j'ai bien compris le sens du message. Alors, comment le titre a été reçu par tes fans? Ben, tout le monde disait que ça faisait ambiance bon enfant, Ouais. mais ils n'arrivaient pas à vraiment capter le message. t'as dit, t'as pas dit ça. Parce que D'accord. tout de suite, quand ils écoutaient, ben, on est en train de danser, en train de vibrer. Mais je dis, mais écoutez. Donc après, quand on se pose, on écoute les paroles. Ah, c'est ce que tu disais. Ah, c'est en français que tu chantes. Mais pourquoi tu as utilisé ces mots? Je dis, ben, c'est propre à nous. J'ai utilisé un peu de dialecte Du Nushi? Nushi, Ouais. un peu malinqué, c'est ça? Non, Doni. Enfin, j'ai mélangé ça avec du français Ouais. pour donner ce titre, pour que tout le monde puisse se retrouver là-dedans. Alors, un album en préparation. Dis-nous un petit peu les thématiques que tu vas aborder dans tes prochaines chansons. Je sais qu'il y a beaucoup le sujet de l'amour Exactement. dans tes singles. Oui. Parle-nous un peu des sujets que tu as envie d'aborder ou que tu vas aborder dans cet album. Dans cet album, on va parler bien évidemment de l'amour, de l'espoir, du courage, de la positivité dans tout. Ouais. Et puis, ben voilà. C'est ton état d'esprit? Ben oui. Parce que je suis... on me traite souvent d'être un peu genre olé. Ouais. Comme quoi tu prends la vie côté café, comme on le dit. Mais arrivé à un certain moment, quand tu as connu assez de difficultés, des C'est ton peines... tempérament, en fait, d'aimer la Oui, vie. d'aimer la vie, croquer. Ouais. exactement. D'aimer la vie, d'en profiter sainement surtout. Mais de dire que tout ce qui m'arrive, qui ne dépend pas de moi, Ouais. ne doit pas vraiment affecter mes états d'âme. Donc, Ça, voilà. moi, je trouve que ça, c'est une belle philosophie. Parce que quand on n'a pas de prise sur un événement, ça ne sert à rien de... Exactement. Donc, voilà. C'est tout moi, ça. Alors, le titre est très, très coloré. Ouais. C'était important pour toi qu'il y ait autant de belles couleurs, comme ça, que ce soit vif, que ce soit attrayant. Oui, tout de suite, ça captive, Ouais. les couleurs. Et puis, je n'avais jamais fait de clip comme ça, assez vif. Ouais. C'était toujours les couleurs de l'amour, un peu sombre, un peu rouge, un peu... Mais j'avais envie de sortir un peu de ma zone de confort en Ouais. termes d'image, de clip. Et puis bon, voilà ce que ça a Ça donné. donne ça. Ouais. Alors, justement, cette thématique un peu centrale dans tes œuvres, l'amour, pourquoi c'est important pour toi de parler de l'amour? Je dirais plutôt que on ne donne que ce qu'on a. En réalité, j'ai reçu beaucoup d'amour de mes parents, Ouais.
de ma famille. On est très unis, on fait tout ensemble. Donc, je n'avais vraiment pas le choix. Je ne sais pas ce que je vais faire d'autre à part venir chanter de l'amour parce que c'est moi, quoi. C'est la joie, c'est la fun attitude, c'est l'amour. Ouais. Et je ne donne que ce que j'ai reçu. Alors, tu as participé à The Voice Afrique francophone où Yeah. tu t'es fait remarquer. Ouais. On a les images. Les images. Je dis ça pour Molagui. Parle-nous un petit peu de ta participation à ce télécrochet à succès qui est très suivi, Oui. largement relayé également sur Internet et les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en as ressorti? Quelle a été l'expérience pour toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Mais tout part de là. The Voice, c'était le déclic pour moi. Parce que après avoir fait des chœurs, des pianos bas à Abidjan, quand tu arrives à The Voice, même si je suis sortie pendant les knockouts, Là, c'est les battles. non, après les battles, D'accord, ok. un coup KO, Mais tu as été loin quand même. quand même, t'as vu? Ouais, ouais, ouais. Donc je me dis, il y a eu les auditions à l'aveugle, il y a eu comment on appelle ça, le premier prime, il y a eu beaucoup de choses. Si je suis arrivée jusque-là, ça veut dire que Marie, tu dois faire entendre ta voix. Et The Voice, pour moi, ça a été le déclic. Et chanter devant ces grandes personnalités, ces grands noms de la musique africaine comme Lokwa Kanza, Charles Panda et les autres, je pense que c'est des moments forts. Oui, énormément. Ça met la pression aussi, je pense. Beaucoup de pression, beaucoup de stress. Ouais. Mais quand j'ai su que Nayanka était sur... C'est la première à s'être retournée d'ailleurs. Oui, c'est la seule d'ailleurs. Là, d'accord. Quand j'ai su qu'elle était coach, j'adore Papa Lokwa. C'est vraiment la personne qui m'a inspirée aussi dans ma carrière de chanteuse. Charlotte, c'est la douceur, c'est la voix, quoi. Mais Nayanka, c'est le côté de la femme qui se bat tout le temps, qui a une voix très puissante, qui a fait des pianos bas aussi, qui a accompagné des artistes. Je m'identifiais plus en elle. J'ai prié, je dis, il faut qu'elle se retourne, il faut qu'elle se retourne. Okay. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que c'était elle. J'ai dit, moi, j'ai réussi mon pari. Après ça, il faut direct que Marie-Jo, tu fasses sortir des trucs parce qu'il faut qu'on t'entende. Il faut que tu proposes de toi-même au public. Et est-ce que justement, quand on sort d'une émission comme ça, on est reconnu dans la rue, les gens nous reconnaissent Quand même, oui. Parce que quand j'ai sorti mon premier single, tous les commentaires en bas, c'était « Je te suis depuis The Voice, j'ai aimé ta prestation ». Mais c'est vraiment des gens qui t'ont suivi depuis là. Et donc, tu n'as pas de regrets, ça a été un bon tremplin pour toi? Je ne peux jamais avoir de regrets. Jamais. Ouais. Je ne peux jamais avoir de regrets parce que si je regrette ça, ça veut dire que je regrette tout. Ouais. C'est-à-dire que tu vis à 100% tout ce que tu fais? Tout ce que je fais, mais pas tout ce que j'écris. Ah, ouais. Ça veut dire? Parce que, en fait, j'écris souvent des textes qui traitent de l'abandon, de beaucoup de peine, mais en réalité, ce n'est pas moi. De beaucoup de jalousie, des filles collantes. Ce n'est pas moi, mais je me mets dans la peau de la personne. Mais sinon, tout le reste, c'est moi. Alors, tu nous parlais tout à l'heure de la figure de Nayanka Bell et de ce que tu as ressenti lorsqu'elle s'est retournée. Il y a une autre grande dame de la musique ivoirienne qui t'a inspirée. Et j'ai lu sur Internet, c'est Aïcha Koné. Yeah. Et d'ailleurs, c'est une personne qui t'a beaucoup apporté à te professionnaliser et à travailler ton talent. Oui. En fait, elle... Je l'appelle ma maman parce que c'est elle qui a créé le premier déclic pour que je sache que je n'étais pas encore arrivée. Il fallait que je travaille. Parce que très jeune, je devais avoir 12-13 ans et que je suis rentrée dans le milieu de la musique de façon professionnelle en accompagnant les artistes. Après avoir participé à un concours de... Podium. Voilà. Le télécrochet, voilà, incontournable. Très incontournable à Abidjan. On se disait que c'était le summum. Et vu le niveau vu les niveaux que les autres avaient, surtout les musiciens, moi, je me disais que j'étais prête. Donc, mon père spirituel, comme je l'appelle, Fred Diasoba, qui me met en contact avec Maman Aïcha, on doit faire les chœurs, on bosse toutes les chansons. Le jour J de la répète, rien ne passe. Je suis stressée. C'est quand même Aïcha Koné. Mes parents l'écoutaient. Moi, je suis née dans sa musique.
Et là, j'ai quoi, 12-13 ans. Non, mais trop de stress, quoi. Trop de stress. Je n'étais pas préparée à ça. Et elle a créé le déclic. Elle m'a Donc, du bien coup, savonné. t'es un peu passé à côté, du coup, Va- avec le Carrément, à cause du stress. c'était pas bon du tout. Mais elle n'a pas manqué de me le dire que c'est pas bien. Il faut aller travailler. Mais vraiment, je l'ai pris dans le cœur. Pas avec de la peine, mais avec un boost pas possible. Pour dire que plus jamais, on ne me dira d'aller travailler. Et je suis partie, j'ai travaillé. Et après, je l'ai rencontrée. On s'est revus sur une autre scène. J'étais chroniqueuse sur une émission. Ouais. Elle était là et on devait chanter ensemble. Et je lui ai rappelé la scène. Elle a ri, elle m'a regardée. Elle a dit, ça, c'est moi, ça, je sais. Je sais que j'ai pu dire ça. Et je lui ai expliqué dans le fond. Mais elle était très contente. Et moi aussi, j'étais très contente qu'elle soit là. Qu'on ait pu chanter après ensemble. Il y a beaucoup de... J'ai failli pleurer même à la limite. Là, tu devais être contente. Là, t'as validé, quoi. Franchement, j'avais la larme là. Mais ça représentait énormément pour moi. D'où l'importance de la remise en question, de ne jamais penser qu'on est arrivé. Parce que c'est le cas aussi de beaucoup d'artistes qui pensent qu'ils sont arrivés. C'est ça. C'est ça. Quel est ton regard justement sur ça? Ben moi, je dis que l'art n'aime pas les orgueilleux. Ah, j'aime beaucoup ça. Ouais. Dans l'art, il faut avoir beaucoup d'humilité pour que les autres en face de toi te grandissent. Ouais. Tu vas continuer, tu vas pérenniser ton art. Mais dès l'instant qu'il y a de l'orgueil, ça te quitte, quoi. C'est comme un esprit qui te quitte. Et puis, tu es exposé, tout le monde... Ah, peut-être qu'on s'est trompé. Ah, c'était pas bon, c'était pas... L'art n'aime pas tout ça. Et surtout que lorsque l'on est exposé, qu'on est artiste... on s'appartient plus à 100% et que tout le monde nous regarde. C'est vrai que ça a été le cas, notamment, on ne va pas citer le nom de la chanteuse qui dernièrement a eu des petits soucis sur les réseaux sociaux à cause de prise de position, etc. Quel est ton regard dessus? Et toi, par exemple, si demain tu es confronté à ce genre de problématique, comment tu réagirais? Dans un premier temps déjà, moi je dirais, dès l'instant où tu es personnage public, il faut savoir vraiment ce que tu dis et mesurer tes propos de sorte à ne pas aller à l'encontre d'idéaux d'autres personnes. Il faut respecter les choix et les avis des autres, même si on ne les partage pas, mais on peut donner son avis tout en restant courtois et puis gentil dans les mots. Voilà. Et quel est ton rapport aux réseaux sociaux? Dis-nous un peu tout. C'est vrai que c'est... Mais moi, quel est le regard que tu portes sur la manière dont les personnes interagissent sur les réseaux sociaux, où on voit que tout le monde croit qu'il peut se permettre de venir tout dire et n'importe quoi? C'est quoi ton regard que tu as dessus? En fait, j'ai écrit une chanson sur ça qui va être sur l'album. Intéressant. Mais en fait, on se croit, derrière notre écran, on se croit tout permis. On a l'impression de pouvoir dire tout ce qu'on veut, quand on veut. Mais c'est là le piège. Derrière ton écran, il faut être responsable. Il faut savoir que il y a une autre personne derrière ton écran qui ne partage pas ce que tu partages. Et puis, il faut toujours garder à l'esprit cette courtoisie. Ouais. Aussi, derrière l'écran, d'autres vivent des peines démesurées. Mais à l'écran, tout le monde rit, tout le monde est bling, tout le monde affiche un live, sourit. Et c'est un peu un cocktail de toxicité, et on s'en sort plus. Et tu gères toi-même tes réseaux sociaux? Pour l'instant, oui, moi et puis mon équipe. D'accord. Mais à la base, je suis pas très... Honnêtement, moi, je suis pas très réseaux sociaux. J'aime garder ces petits instants-là que j'ai avec des personnes que je rencontre pour moi, pour pouvoir me rappeler, pour avoir ça en mémoire. Les réseaux sociaux, c'est vrai que ça s'impose à moi en tant que chanteuse. Un peu indispensable. Mais oui, mais en fait, c'est vraiment... Moi aussi, de mon côté, c'est mon petit combat de tous les jours. Il faut pouvoir te lever, te faire ton selfie, partager de tes informations. Mais c'est difficile. Si je n'avais pas Kenneth à côté de moi pour prendre des photos ici à Paris, je n'aurais rien pris. Pourquoi? Parce que j'aime mon intimité. Ouais. J'aime garder mon cocon pour moi. J'aime pas m'exposer. Et je fais tout pour ne pas... C'est vrai que je suis artiste, on dit que les buzz, ça
ça fait parler de Et soi, justement, ça comment on fait enrichit pour la se préserver, carrière. comment on fait pour se préserver de tout ça, en fait, aussi? Ben, moi, je dirais, c'est de savoir ce que tu dis, ce que tu fais, et de veiller sur toi comme un enfant qui a peur que sa maman le gronde ou bien la gronde. Voilà. Alors justement, quelles sont les valeurs qui t'ont été transmises? Parle-nous un peu de ton enfance. Tu es né dans les années 90, Yeah. tu es issu d'une famille de musiciens, de chanteurs. Alors je pense qu'il y avait beaucoup de culture musicale. Et Ouais. tu nous parlais tout à l'heure des valeurs que ta maman t'a inculquées. Tu nous parles un peu de tout ça? Ben, en fait, j'ai grandi dans une famille très chrétienne, très Ouais. pratiquante. Donc, chez moi, à la maison, mon papa n'a jamais voulu que je fasse la musique. Et avec ma mère, j'étais obligée de me cacher, de m'habiller. Ma mère me donnait un pagne que je mets sur ma... Elle était complice? Ben oui, Ok. elle a toujours été complice. Et je sors, d'ailleurs, je lui donne le pagne, je vais faire ma musique. Quand je reviens, elle me redonne le pagne, j'attache, je rentre. Parce que mon papa était... Il était doux, mais très strict. Pour lui, c'était les études. Après, tu pourras faire ce que tu Il veux. voulait te préserver, quoi. Ouais. Et puis, va à l'église, va à l'école. Quand tu seras majeur, tu pourras faire ce que tu veux. Mais moi, j'ai voulu faire la musique depuis très tôt. Donc, c'était mon combat avec lui. Mes sœurs, ça passait crème. Mes frères, ça passait crème. Et puis, en plus de ça, j'étais pas forte en maths. Donc, c'était un gros problème chez nous à la maison. On se battait. Mais c'était vraiment dans l'amour, quoi. Ouais. Dans l'amour, dans la religion, dans le respect de l'autre. Et du coup, comment il a pris quand il a su que tu voulais prendre cette direction? Ben, il n'était pas du tout content. Il était pas du Pas du tout content, même d'ailleurs. On s'engueulait un peu souvent par rapport à l'église. Ah, mais Marie, tu viens pas à l'église. Il est décédé en 2023. Mais pour moi, ce que je garde, le souvenir que je garde, c'est The Voice encore. Parce que c'est lui qui m'a accompagnée pour l'interview à The Voice. Et il m'a dit dans l'interview, Marie, je suis fière de toi. Tu as choisi la musique, tu es restée dedans, Marie, que je ne voulais pas. Ah, il a validé alors, Oui. du coup. Ah, c'est Et donc, génial. je dis, il fallait que je sorte quelque chose après The Voice parce que mon papa a validé ce que je faisais. En quelque sorte, il a donné sa bénédiction. Donc, c'était pour moi le moment de me lancer, quoi, officiellement. Bon, le moment est venu, l'album est en préparation. Alors, le Mhm. cheminement, c'est un peu, on va dire, comme la majorité des chanteuses sur Ouais. les continents africains, les cabarets, Ouais. les rencontres avec ceux qui nous poussent, qui nous propulsent, ça. qui nous ouvrent les portes. Ça a été le cas avec Freddy Assogba, dont tu dis qu'il est ton mentor. Ouais. Ensuite, les collaborations, les chœurs avec de nombreux Artistes. artistes. Les festivals, parce que Ouais. tu as fait quand même de belles premières parties, de Oui. beaux concerts, de belles Oui. scènes. Oui. La scène, c'est important pour toi aussi, je suppose. En tant que chanteuse, c'est très important. Et en tant que chanteuse qui a fait les cabarets, c'est très important. Ouais. On n'arrive pas à... Et les cabarets, c'est une belle école quand même. Une très belle école. Pour moi, c'est l'école par excellence, quoi. Et quand tu as tellement fait les cabarets, tu ne peux plus te défaire de la scène. Tu as envie de tout le temps être sur scène. Et là, ça me fatigue d'être en train de travailler ici en ne faisant pas de spectacle, en n'étant pas sur la scène, communier avec les autres. Mais je me dis que ça vaut quand même la peine, quoi. Donc, après, on en a parlé, la participation à The Voice Afrique francophone, mais tu fais également des scènes dans des institutions, ce genre de Oui. concert en Côte d'Ivoire? Oui, pour l'instant, je n'ai pas encore fait un grand concert. Bon, disons, depuis ma carrière d'artiste officielle, faire un grand concert, c'est aussi en préparation, juste après la sortie de l'album. Moi, je fais des petits shows privés avec genre une cinquantaine de personnes, une vingtaine de personnes, pour juste entretenir cette petite fanbase autour de moi. Ouais. Et puis bon, en attendant que ce soit le moment pour faire un grand spectacle avec des milliers de personnes. Là, venez et les distinctions également en 2023. Ouais. Primude, étoile montante, variété urbaine, c'est quand même Oui, très bien. quand même. C'est une ouais. validation, en fait, Oui. des acteurs culturels. Oui, ça a été... Je ne m'y attendais pas, vraiment, parce que je me dis, ah, tu débutes, qui va te voter? Ah, Marie-Jo. Mais à ma grande surprise, j'ai été votée jusqu'à on m'a donné le prix. J'ai dit, mais ça veut dire au moins qu'on te reconnaît, c'est ce que tu fais, c'est encourageant. Ouais. Et ça te donne des armes pour aller encore de l'avant.
Surtout je ne vais pas dire que c'est de la concurrence, parce que, comme on dit, le soleil brille pour tout le monde. Ouais. Mais des chanteuses qui font de la variété en Côte d'Ivoire, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. Ouais, et de grandes chanteuses d'ailleurs. Très talentueuses. Ouais. Très, très. Ça met la pression, du coup, ça élève le niveau. Oui, ça élève le niveau, ça met de la pression, comme quoi il faut aussi que tu viennes proposer des choses de qualité. Ouais. Pour que tu sois aussi sur la place. Il ne faut pas étendre ça. C'est bien plus là qu'il y a une grande pression. Un autre prix également, prix auteur-compositrice de l'année 2023-2024 au Deal Women Awards. Yeah. C'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est un festival dédié à la femme, 100% féminin, ouais. Et qui récompense sur l'année le parcours des femmes, artistes, tout ça. C'est pas mal quand même. Quand même. Alors, il y a également, très appréciable. J'ai vu que tu étais aussi une femme engagée. Quels sont tes engagements? D'abord, c'est la scolarisation de la jeune fille. Ouais. Il faudrait que toutes les jeunes filles puissent être libres de dire « je veux ça, je veux pas ça ». Mais ça passe par la scolarisation. Il faut pouvoir lire, écrire, savoir rédiger des mots. Il faut que la femme soit autonome, qu'elle ne dépende pas. Dans une société où on dit souvent que, justement, non, parlons de tout ça, où on dit la jeune fille, c'est l'argent seulement, elle veut, oui, elle court derrière les garçons pour l'argent, etc. Donc c'est vrai que c'est important de dire que... C'est ça, c'est très important de dire qu'il faut que toutes les femmes soient scolarisées pour qu'elles puissent être autonomes, ouais. Surtout financièrement. Une femme autonome financièrement impose son standard. Une femme qui n'a pas de truc accepte ce qu'il vient parce qu'elle veut se maintenir, elle veut vivre. Et on est dans une société assez patriarcale, ouais. Où il n'y a que la place pour l'homme. Ouais. Et ça, c'est... Mesdames, la balle est dans votre camp. Allez travailler. C'est ça. Justement, ça travaille. On va regarder Touché. C'est sorti en 2022. Ça a été viral sur les réseaux sociaux. Oui. Ça a bien marché. Très, très, très bien. Ça a été sur les chaînes de radio à Abidjan, la chanson de l'amour en 2022. Oui. Molagui, on regarde Touché. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Je crois qu'on va rebisser encore. J'adore Toucher, c'est beau, c'est magnifique. Merci. Tu dis qu'il y a eu pas mal de challenges et tout sur les réseaux. Oui. C'était la chanson de la Saint-Valentin, de l'amour. Beaucoup de demandes en mariage. J'ai été invitée dans un nombre incalculable de mariages juste pour chanter cette chanson. Ah ouais? Oui, parce que les témoignages continuent d'être aussi grands, aussi profonds. Et moi-même, ça me touche énormément. Et quand tu sais justement que tu arrives à faire une œuvre qui rentre comme ça dans la vie des gens, la vie des couples, peut-être des personnes qui se sont rencontrées sur tes chansons, qu'est-ce que ça suscite? Ça me met de la pression parce que je me dis, est-ce que je vais arriver à faire d'autres chansons comme ça qui vont toucher autant des gens? Et donc, je stresse beaucoup quand j'écris mes autres textes. Mais après, ça me donne encore beaucoup de fierté. Et du coup, c'est quoi la petite histoire derrière l'écriture de cette chanson? Est-ce qu'il y a une anecdote particulière que tu pourrais partager avec nous? Alors, j'ai composé cette chanson au Sénégal, parce que mon arrangeur, il vit au Sénégal. Ouais. Et donc, quand je suis partie au Sénégal, le Sénégal avait gagné la coupe, la CAN. Donc, c'est sûr, quand l'avion atterri, on dit le Sénégal a pris la coupe. J'ai dit, mais on ne va pas travailler. C'est la fête partout. En temps, j'étais là que pour 5 jours. Et quand je suis arrivée, moi aussi, je veux faire la belle vie. Tu vois, je commande ici, je vais dans le restaurant. Je n'ai pas vu l'arrangeur jusqu'à 2 jours de mon départ. Et tout l'argent que j'ai avait ramené au Sénégal, tout était fini. J'avais plus d'argent pour payer mon Airbnb. T'as fait la noce, quoi. Et puis, je suis là, en train de travailler avec lui. Il dit, mais Marie, je pense à l'amour. J'ai dit, je peux penser à quel amour? Je n'ai pas d'argent. J'ai des problèmes. Ah, d'accord. Comment je rentre à Abidjan, tout ça. Je comprends. Il me dit, hey, mais quel amour. Je dis, mais c'est Dieu qui peut résoudre mes problèmes. Il dit, mais pense à Dieu et puis écris ta chanson. Donc, j'ai appelé ma sœur à Abidjan. Je dis, si tu ne m'envoies pas l'argent, je ne peux pas payer mon billet pour rentrer. Et à la minute, elle m'envoie l'argent. Je dis, comme j'ai prié là, peut-être qu'on faisait une chanson d'amour. D'accord, c'était la gratitude. Exactement. En fait. Okay. Et c'est comme ça que j'ai écrit cette chanson.
Il faut te mettre en difficulté pour que tu écrives, quoi. En fait, et puis quand on me dit, ah, mais Marie-Jo, tu étais tellement amoureuse, j'ai dit, moi, j'avais des problèmes, j'avais pas d'argent. Quand j'explique ça aux gens, ils ne croient pas. Je dis, mais c'est moi qui ai vécu ça. Mais c'était tellement fort parce que je me disais... Non, mais des fois, Dieu nous envoie des épreuves pour nous donner le meilleur. C'est clair. Comment tu as envie de conclure? Malheureusement, il ne reste pas énormément de temps. Ben, ça a été un plaisir de te rencontrer et puis de plaisir partagé, franchement. Ben, j'aimerais conclure d'abord en te disant merci. Merci à toi. Merci à la chaîne. Merci à Molagui qui gère la technique. Voilà, merci à Kenneth aussi qui est tout le temps avec moi, que j'ai rencontré ici à Paris. D'accord. Mais qui ne ménage aucun effort pour être avec moi, franchement. Et je lui dis énormément merci. Merci à tous, merci à vous tous qui croyez en moi, qui me donnez de la force par vos petits gestes, par vos attentions. Puis voilà, le meilleur reste à venir. L'album arrive bientôt en 2026, on vous en reparlera. Molagui était à la technique aujourd'hui, merci beaucoup Molagui pour ce travail. Et puis on s'attrape demain avec d'autres invités. Merci beaucoup Marie-Jo. Merci Aïssa, à bientôt. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe.